C-Sports Analytics, la data au service du sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C-Sports Analytics, la data au service du sport, le podcast qui décrypte et détaille pour vous l'importance de l'utilisation des données dans le monde du sport. Aujourd'hui, nous recevons Manuel Lacroix, préparateur physique de l'Asvel et de l'équipe de France de basketball. Nous allons aborder avec lui le sujet de la préparation physique du sportif. Salut Manuel, comment vas-tu ? Bonjour à vous, ça va tout pas mal. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation et rapidement, ça s'est fait très vite. Plutôt vite, ouais. Parce que tu pars la semaine prochaine. Lundi, tout à fait. En préparation des JO. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, la première question que je vais te poser, ça va être quel est ton parcours et quelles étaient tes motivations pour suivre ce parcours ? Alors, c'est un parcours un peu atypique, assez long déjà. Déjà, j'ai 42 ans, donc ça fait 22 ans que je fais ce métier-là, 21 ans. Et les premières motivations, elles sont venues quand j'ai rencontré quelqu'un, quand j'étais jeune footballeur à Auxerre, qui était un préparateur physique qui venait du canoë-kayak, qui était entraîneur de canoë-kayak pour l'équipe de France, qui a fait plusieurs Jeux Olympiques, et qui est venu, dans ma structure, incorporer du travail de préparation physique très novateur pour l'époque, puisqu'on était en 1995, avec du travail intermittent, du renforcement musculaire, des choses qu'on n'avait jamais vues encore dans le milieu du foot sur les jeunes catégories. C'est la première chose donc qui m'a stimulé sur la préparation physique, mais à aucun moment je ne pensais déjà que c'était un métier et que j'en ferais mon métier. C'est bien plus tard, en fait, en arrivant à la faculté des sciences du sport de Dijon, que j'ai su qu'il existait là-bas quelqu'un de très très réputé sur la préparation physique, qui était Gilles Cometti, qui était donc enseignant, maître de conférence à l'université de Dijon, et qui avait un centre, donc le centre d'expertise de la performance, qui était plutôt très pointu sur l'aspect de la préparation physique et qui proposait des enseignements et des formations pour diriger sur cette profession-là. Donc en rentrant en fait à la fac dès ma première année, j'ai acheté tous ces bouquins. Ça m'a passionné et du coup je me suis investi très très rapidement dans cette voie-là. Dès ma deuxième année, j'ai été le rencontrer et je lui ai dit moi cet été je reste à votre disposition tout l'été gratuitement, bénévolement, pour faire des stages, pour vous aider, quoi que ce soit, pour porter des cartons, peu m'importe. Tout ce que je voulais, c'était être m'immiscer dans le milieu de la préparation physique, de l'entraînement et voir un peu ce que ça pouvait donner. Donc c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le milieu. J'ai fait toutes mes classes, passé tous mes diplômes et j'ai commencé à entraîner vraiment en préparation physique au courant de ma licence. Voilà, j'ai fait mon premier stage qui était avec du short track. On préparait les Jeux Olympiques à l'époque de Salt Lake City. Donc du patinage sur glace, piste courte, avec des athlètes de très haut niveau. Donc ça, c'était ma première expérience et s'en est suivi une multitude d'expériences en parallèle de mes études. Donc du basket féminin en 2e division. J'ai eu la chance d'entraîner Marion Bartoli aussi à un moment donné pendant 7 mois. On a accueilli ensuite au centre beaucoup de tennisman de très haut niveau sur des batteries de test. Donc les plus connus, Michael Yodra et Andy Murray. On a eu des équipes de France de volley qui sont venues. Donc j'ai continué un peu à me former et à travailler dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le club de basket de Dijon. Donc en première division, et à l'époque on jouait une Coupe d'Europe, donc j'ai fait 4 saisons avec eux. J'ai ensuite basculé sur le handball professionnel pendant 4 saisons également. Et donc en parallèle de tout ça, j'ai continué à travailler dans le milieu du foot sur des périodes assez courtes, donc où j'ai travaillé à l'étranger, en Tunisie, au Japon, sur des périodes de 15 à 5 jours, sur des moments où j'intervenais soit sur des clubs, soit sur des formations d'entraîneurs. Mais des choses assez pragmatiques. J'ai développé aussi pas mal de choses sur la réathlétisation et l'isocinétisme avec le club de foot de Dijon, sur l'équipe professionnelle qui est en Ligue 1, Ligue 2. Voilà, sur l'aspect préparation physique, il y a eu d'autres choses. Il y a eu des expériences aussi en Afrique du Sud, en Suisse, où je suis allé former des entraîneurs dans ces pays-là et j'ai travaillé avec des gens aussi, avec des jeunes là-bas. Ensuite, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que l'analyse vidéo n'était pas quelque chose qui m'intéressait ? Donc j'ai passé un diplôme d'analyse vidéo, j'ai bossé sur l'analyse vidéo sur le foot, notamment au centre de formation. Je faisais des montages pour illustrer un peu ce qu'était le haut niveau foot pour les jeunes. Ensuite, j'avais déjà commencé passer mes diplômes d'entraîneur de foot parce que ça me passionnait aussi et j'ai entraîné pendant 3 ans en pré-formation à Dijon, qui montait son centre de formation. Donc c'est les catégories de 12 à 15 ans, donc avec une section sport-études à gérer, avec le suivi scolaire, les entraînements, les recrutements, le tournoi, tout ça pendant 3 ans. Puis à un moment donné, comme ça semble l'être, ça fait beaucoup de choses.
parce qu'en même temps je faisais des enseignements aussi à l'université, donc il y avait beaucoup de choses extrêmement passionnantes, intéressantes, mais j'avais l'impression de faire beaucoup trop de choses et j'avais vraiment envie de partir et de travailler pour un club et d'être sur une seule mission. Donc j'ai commencé à regarder un peu ce qui était faisable, donc j'ai évidemment eu beaucoup de propositions dans les années précédentes, mais qui étaient des choses très exotiques, et il y a eu un projet qui s'est dégagé à ce moment-là, c'est celui de l'Asvel. Tony Parker a racheté le club, il voulait refaire de l'Asvel un grand club, et puis voilà, je me suis lancé, ça s'est fait très rapidement. Et j'ai signé donc en 2014 avec l'Asvel, donc là c'est ma 10e saison maintenant avec l'Asvel. Et depuis 3 ans, j'ai en même temps une autre casquette, c'est celle de préparateur physique de l'équipe de France de basket. Ok, super, très diversifié. Et justement, est-ce que le fait d'avoir des choses aussi diversifiées, c'était un souhait de ta part au départ, ou ça a été les... Pas du tout, non, c'est pas forcément un souhait. Moi, bête et méchant, je suis joueur de foot, je passe mes diplômes d'entraîneur de foot, je me dis je vais travailler dans le foot. Sauf qu'il y a des opportunités qui se présentent, ça me fait réfléchir. Ça me fait aussi sortir d'une zone de confort. Voilà, à un moment donné, j'ai entraîné pendant 2 ans un pôle espoir de natation synchronisée. Bon, c'est des choses, voilà, c'est un vrai challenge. Donc de se pousser à réfléchir à l'activité, de commencer à avoir une revue de littérature, rencontrer des entraîneurs, observer, se heurter à la culture du milieu. Voilà, donc c'est des choses qui n'étaient pas prévues à la base, qui sont vite devenues mon quotidien, de me réadapter à une activité, de passer à une autre, etc. Et finalement, c'est quelque chose aujourd'hui qui, pour moi, sont d'une richesse extrême. Je pense que j'ai un parcours assez singulier, on ne va pas être beaucoup dans le milieu à avoir un parcours comme ça. Et c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas, parce que j'ai l'impression d'aujourd'hui de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai eu à utiliser, je le réutilise encore aujourd'hui. Et j'espère et je pense que ça me rend meilleur dans mon approche et dans mon métier en tout cas. Je t'ai vu beaucoup partager, notamment les dernières années, des interventions, des podcasts. Ouais. Est-ce que c'est le système que tu as pu connaître avec l'Euroleague, très ouvert dans l'échange, etc., qui te pousse à répondre à ces sollicitations, ou c'est juste des sollicitations qui sont arrivées? Alors en fait, je le fais depuis très longtemps, parce que j'ai très vite été sollicité pour faire des interventions, donc des cours à l'université ou des cours à l'étranger, en présentant soit des modèles théoriques, soit on va dire des rapports d'expérience. C'est quelque chose que j'avais presque quasiment arrêté en signant à l'Asvel. Okay. Voilà, par la force des choses, j'avais pas développé ça. Et bon, il faut avouer 2 choses, c'est que les podcasts, c'est quelque chose qui s'est quand même développé sur les dernières années. Voilà, qui est finalement un mode de communication extrêmement, en tout cas facile, et qui permet vraiment moi-même dans ma formation, parce que j'estime que je suis encore en formation continue, donc j'essaie d'apprendre quotidiennement. Voilà, je fais 1 à 2 podcasts par semaine sur des thématiques très différentes. Mais c'est quand même un outil. À Lyon, on a la chance d'avoir des bouchons, du trafic, donc on peut prendre le temps d'écouter des podcasts dans ces moments-là. Mais ouais, j'aime bien partager. Ça force aussi dans la réflexion à structurer un peu ce qu'on a fait, parce qu'on est censé l'expliquer, en tout cas le présenter. Donc des fois, dans ma tête, c'est clair, je fais des choses, mais finalement, après, quand il faut le structurer, ça nécessite aussi un peu plus de réflexion, de recul sur ce qu'on a fait. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, que j'apprécie. Et puis après, je pense que le fait que l'Asvel ait gagné pas mal de titres et que j'intègre l'équipe de France, ça fait aussi donner un peu plus de poids ou de valeur, on va dire, à ma parole, si on peut dire comme ça. Tout à fait. Super, on va y venir justement sur ton rôle que tu as à l'Asvel depuis maintenant 10 ans. On va commencer par l'Asvel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'organise une saison pour toi? Voilà, expliquer le rythme fou que c'est entre la Betclic et l'Euroleague. Ouais, complètement. Alors, à partir du moment où on a eu notre licence et qu'on a intégré l'Euroleague, mon métier a vraiment changé. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que une préparation estivale pour un club d'Euroleague, c'est restreint. On a des conditions administratives. Les joueurs, on ne peut pas les entraîner plus de 4 ou 5 semaines, je crois, je ne me rappelle plus exactement, en amont de la première date de compétition. Voilà, ils sont protégés en fait par un syndicat, les joueurs, parce qu'ils ont tellement de matchs dans l'année, un rythme tellement fou que voilà, c'est pour éviter d'avoir des entraîneurs un peu extrémistes qui puissent faire des pré-saisons de 6-7 semaines et en fait aller à l'encontre des concepts de protection du joueur et de péter un peu tous les joueurs. Donc il y a cette protection-là, donc ce qui veut dire qu'en fait on se prépare pour vraiment un marathon, mais finalement dans un temps très court. Donc ce qui veut dire que les pré-saisons aujourd'hui pour moi, elles commencent généralement mi-août, elles se finissent mi-septembre.
Voilà, on a le premier match autour du 19 septembre, championnat de France. Et généralement, on réunit les joueurs autour du 15-16 août, en sachant qu'avec les tests médicaux, les tests physiques, les premières choses, les 3-4 premiers jours ne sont pas des semaines vraiment, ne sont pas vraiment des jours de travail. Hein. C'est des jours de mise en place, de testing. Donc, il n'y a pas tant de temps que ça pour préparer les joueurs. Donc, ce qui impose en fait d'avoir un suivi durant l'été des joueurs et d'essayer d'avoir un petit peu la main mise sur un petit peu de la pression qu'on pourrait leur mettre pour qu'ils arrivent prêts en fait. On peut plus se permettre d'arriver comme une pré-saison avant, où on avait 8 semaines de préparation, ou 7 semaines, où le mec il a pris 3 kilos, il n'a pas couru, il n'a pas de rythme, il n'a pas fait de basket. Bon, on va perdre 15 jours pour le remettre en forme. Non, là, on peut pas se permettre. Donc il faut que les joueurs arrivent vraiment prêts, sains et en santé. Donc il y a tout un suivi au préalable qui est un peu plus poussé, un peu plus recherché. Voilà, après donc on a la phase de pré-saison donc, qui dure 4 à 5 semaines, et après on attaque le championnat. L'Euroleague commence souvent début octobre. Donc au départ, on est sur une formule d'un match par semaine, avec des semaines type assez classiques pendant 15 jours. 15 jours, 3 semaines, et après commence l'Euroleague. Donc l'Euroleague, c'est 34 matchs de plus. Donc match aller 17, match retour 17. Non-stop, il n'y a pas de trêve. Et donc ils sont placés dans des semaines à un match ou 2 matchs d'Euroleague. Donc on rajoute en plus le championnat, voire les autres compétitions, et on se retrouve sur des semaines à en moyenne 3 matchs, voire 4, voire parfois 2 quand on est un peu plus tranquille. Et avec des situations qu'on appelle de back-to-back, avec par exemple un match le vendredi soir et un match le dimanche après-midi. Donc qui sont des périodes vraiment très très rapprochées dans lesquelles on a peu de temps de préparation, peu de temps de récupération, peu de temps de travail. J'ai lu l'autre fois, je ne sais plus où, quelqu'un qui parlait de... Un match, en fait, c'est un sprint, en fait, parce que c'est un effort très intense, qualitatif. En fait, la saison d'Euroleague, c'est une succession de sprints, mais sur une durée d'un marathon. Donc c'est extrêmement problématique. Donc c'est pour ça qu'il y a des hauts, il y a des bas, individuellement, collectivement, et qui est quasiment impossible. Il n'y a aucune équipe qui connaît, on va dire une saison d'une manière normale, classique, sans coup de moins bien, quoi. Ouais, et pour renforcer ça, on peut rappeler que des fois ça arrive de jouer à l'extérieur le vendredi en Lituanie, ouais, et à nouveau à l'extérieur le dimanche après-midi en France. On avait un match le dimanche après-midi à 13h30 à Chalon-sur-Saône en championnat. Il neigeait en France. Il faut savoir qu'à partir de quand vous commencez l'hiver, vous n'avez plus de ligne directe Athènes-Lyon. Donc on a fait un Athènes-Genève. On est arrivé à Genève. On a pris un bus pour nous emmener à Chalon-sur-Saône. De tête, je ne sais plus, mais peut-être 2h30, 3h de bus, sauf que c'était tempête de neige, donc bloqué sur la route avec la neige. On est arrivé le samedi soir, mais c'était plutôt le dimanche matin, à 1h du matin à l'hôtel, et on jouait le même jour, donc à 13h30, quoi. Donc c'est des enchaînements auxquels on n'est pas préparé, parce que quand on prépare des cours sur la préparation d'un match, etc. On ne nous apprend pas, en tout cas, à gérer cette situation-là, qui est une situation simplement d'urgence. Et là, les concepts théoriques, etc., ils volent tous en éclats, et on est plutôt sur quelque chose de très pragmatique, du feeling sur ce qu'il faut faire, pas faire, est-ce qu'il faut les lever le lendemain, pas les lever, voilà, c'est des choses comme ça, mais c'est très 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 particulier. Ouais, donc ça demande une capacité d'adaptation perpétuelle. Perpétuelle, oui, tout à fait, exactement. Et justement, sur cette capacité d'adaptation, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre entraîner des jeunes en centre de formation et des pros? J'imagine que vous avez des jeunes qui viennent tout au long de la saison soulager, les pros peut-être. Ouais, dans l'idéal, ce serait le cas. Après, c'est difficile parce que le niveau de l'Euroleague est quand même un niveau très élevé, qu'aujourd'hui, du coup, notre effectif est censé être quand même beaucoup plus fort avec des joueurs d'expérience et déjà d'un certain niveau. Ce qui veut dire que pour un jeune qui sort du centre de formation, pour passer ce step-là, c'est pas si simple que ça. Avant, c'était beaucoup plus simple avec une équipe, on va dire, de Betclic ou qui jouait une compétition européenne normale, on avait des passerelles beaucoup plus simples. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Hormis des aliens comme Victor Wembanyama, Zachary Zaché, Mathieu Strazel, voilà, des gamins comme ça qui sont capables de faire le step très rapidement avec le très haut niveau. C'est assez difficile pour un jeune d'y arriver. Donc c'est vrai que c'est un petit peu moins souvent. Maintenant, les jeunes viennent régulièrement s'entraîner avec nous. Nous, on les utilise beaucoup, notamment sur les lendemains de match. Les lendemains de match, on a souvent un joueur ou deux qui n'ont pas joué la veille, qui on veut donner du rythme. Et à ce moment-là, on essaie de proposer des jeux en effectif réduit, 3 contre 3, 4 contre 4. Et à ce moment-là, on fait venir des jeunes du centre de formation. Donc c'est pour eux une opportunité déjà de se montrer, c'est une opportunité de jouer avec des joueurs de haut niveau. Donc voilà, il y a cette passerelle-là,
cette chose-là. Et après, pour revenir à ta question de départ, c'est vrai que sur un emploi du temps pour un jeune, on est sur un projet à long terme, c'est-à-dire que, tout du moins sur moyen terme, c'est-à-dire qu'on a des axes de développement. Entre guillemets, à part une maladie, une blessure, normalement, rien ne va nous arrêter parce qu'on connaît le calendrier de la semaine. Voilà, on n'est pas impacté par un résultat, on n'est pas impacté par d'autres facteurs externes. Pour un sportif, là, en Euroleague, dans l'équipe première, on est impacté par tout le reste. Donc, évidemment, la performance du week-end, le temps de jeu qui peut être assez variable. Une frustration des fois avec le coach. Il peut y avoir beaucoup de facteurs qui font qu'on doit toujours être dans une adaptation. Donc on a une idée, on a une ligne directrice qu'on dessine en début d'année, et après on essaye de s'y coller de temps en temps, mais il faut de temps en temps faire sauter cette ligne directrice-là et partir sur un autre projet, des fois pendant 3, 4, 5 semaines, quoi. Ok. Et justement, travailler sur période courte, c'est le cas en équipe de France. C'est un exercice encore complètement différent d'avoir une équipe pendant 10 mois entre les mains que pendant 5-6 semaines. Complètement, parce que là, il n'y a pas l'idée de poser des bases pour préparer une saison. Il y a l'idée d'être efficace du premier jour jusqu'au dernier. Donc, il faut pas perdre de temps. C'est un accompagnement en plus très individualisé. Donc là, l'idée, il est vraiment d'avoir une enquête aussi assez poussée sur le joueur, en lien avec son club ou sa franchise, s'il est en NBA, en lien avec son staff personnel, parce qu'à ce niveau-là, les mecs, ils ont généralement tous des staffs personnels avec un préparateur physique, un kiné, un coach basket, qui les suit, qui les entraîne. Donc, c'est d'avoir un petit peu ces éléments-là. Et après, moi, de toute façon, je fonctionne de manière assez transparente avec eux. C'est que moi, s'il y a des programmes à suivre, etc., je demande simplement, entre guillemets, à les voir et à essayer de l'adapter au mieux possible. Je suis pas là pour en fait passer du tout au tout, c'est-à-dire que s'ils sont sur un mode de fonctionnement au travail depuis 2 mois et demi, je vais pas arriver et changer les méthodologies et mettre les miennes. Si les choses me paraissent en tout cas intéressantes et adaptables à notre programme, on va poursuivre le programme qui est fait soit en club, soit avec son staff perso. Parce que généralement, ce sont des gens qui viennent du très haut niveau, qui travaillent avec des personnes assez compétentes. Donc, il faut être capable d'utiliser ce qui est fait dans l'année avec ces personnes compétentes-là pour les réintégrer dans un autre. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ton rôle auprès des joueurs, le rôle que tu joues dans leur performance? J'essaie d'être une personne ressource. J'aime bien être dans l'accompagnement. Je pense que le projet, le process, il appartient au joueur. C'est-à-dire que c'est à lui, entre guillemets, de définir là où il veut aller, ce qu'il veut faire, peut-être des fois comment il veut le faire. Parce que si c'est quelqu'un qui lui impose, je pense que ça a moins d'effet. Donc après, quand on a cette discussion-là et qu'on pose les choses, mon rôle, c'est d'accompagner, évidemment, et d'avoir un regard critique d'abord sur ce qu'il me propose, sur ce qu'il me montre, en lui disant, ok, ça a du sens ce que tu veux faire, ça va bien avec ton profil, mais la méthodologie employée n'est pas la bonne, il faudrait plus voir les choses comme ça. Ou alors, non, je ne suis pas d'accord, ce que tu veux travailler, par exemple, souvent, il y a des joueurs qui vont arriver et qui vont me dire, moi, je veux prendre, bon, ça arrive à l'Asvel, mais je veux prendre du poids, c'est-à-dire que je veux être plus costaud, plus solide, je veux prendre 3 kilos de muscle, etc. Mais au final, moi, je trouve que c'est pas pertinent par rapport à d'autres données anthropométriques et se dire, ouais, mais tu vas être plus lourd, tu vas mettre plus de contraintes d'articulation, tu vas être moins vite, donc je préfère justement qu'on reste à ce poids-là. On peut travailler la force, on peut travailler la qualité, mais pas être sur une recherche de développement de masse musculaire. Voilà, c'est plutôt un rôle comme ça. Et en plus, plus on arrive dans le très haut niveau, plus on rencontre des gens extrêmement éduqués. Et dans le basket aujourd'hui, les joueurs deviennent de plus en plus éduqués au travail physique. Et donc, ils ont un vocabulaire, une approche du métier. Il y en a, je rigole un peu avec eux, des fois je dis, mais t'es préparateur physique, les mecs ils sont carrés, ils connaissent les méthodologies, ils savent comment faire pour travailler autour de leurs tendons, ils connaissent c'est assez impressionnant quand même. Donc du coup, c'est plus un rôle d'accompagnateur. Évidemment, il peut y avoir des joueurs qui n'ont pas d'idées, qui sont perdus, qui n'ont pas l'éducation à ce niveau-là, qui viennent d'un autre cursus. Ceux-là, il faut les prendre en main de A à Z et construire avec eux un plan d'entraînement. Et justement, le fait que les joueurs soient de plus en plus éduqués, quelles évolutions majeures tu as pu voir tout au long de tes années? Tu parlais tout à l'heure de vidéo aussi. Est-ce que c'était quelque chose que tu as voulu faire pour apporter quelque chose de plus à ton activité? Ouais, la vidéo, c'est deux aspects. À l'époque, c'était moi pour travailler dans
dans le domaine du foot et avoir une réflexion tactique, stratégique, être capable de découper des matchs, etc. Ça m'intéressait. Et la deuxième vision sur laquelle j'ai travaillé dans cette formation-là et que j'ai mis en place après, c'est d'être capable d'utiliser les outils vidéo pour mon travail de préparateur physique, de filmer un geste, un travail physique, une répétition en salle de musculation et de l'utiliser derrière comme outil soit d'évaluation, soit de feedback pour le joueur. Donc ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Je filme beaucoup dans mes testings de pré-saison et c'est souvent aussi que j'utilise la vidéo pour montrer aux joueurs voilà, les choses que j'observe. Parce que c'est vrai que si je lui dis écoute, là quand tu descends sur ta fente, ton genou un peu trop en avant, tu mets pas bien la contrainte derrière sur l'avant-pied, etc. Elle me dit ouais ok. Tu filmes et que tu lui montres et que en même temps tu fais un dessin ou tu mets une diagonale ou j'en sais rien, une droite qui exprime quelque chose et qu'on voit les choses visuellement comme ça, ça a beaucoup plus de sens et ça parle très vite quoi. Ouais, la vidéo c'est un super moyen de faire passer ses idées et de montrer directement aux joueurs. Dans un précédent podcast, tu parlais de système de mesure d'état de forme des joueurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce système, de quoi est-ce qu'il est composé ? Ouais. Alors l'état de forme, il est, pour moi, il y a plusieurs, on va dire, facteurs sur un état de forme. Il y a un facteur mental, bien-être, qu'on essaye d'évaluer avec des données de wellness, en tout cas de ressenti de qualité de sommeil ou de ressenti d'humeur, de ressenti de fatigue, de courbature, etc. Donc là, j'en ai essayé depuis des années beaucoup, des questionnaires. Donc j'essaye encore, j'ai toujours pas trouvé celui vraiment où je me dis c'est ça que je veux faire tout le temps. Donc je bidouille un petit peu à chaque fois, mais je trouve que ça c'est quand même quelque chose de très très intéressant, qui est très parlant parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à un homme ou une femme si c'est une athlète féminine, mais c'est quelqu'un qui aussi a du ressenti, a des émotions, a des problèmes en dehors, et tout ça a un impact forcément sur ce qu'on fait, comme toi et moi dans notre travail quotidien si on a des soucis. Donc il y a ça à mesurer. Derrière, on a mis cette année un test de souplesse passive, voilà, un sit and reach, pour voir un petit peu la flexibilité de la chaîne postérieure et voir un petit peu s'il y a une évolution avec le postulat de base de se dire voilà, quelqu'un qui va être fatigué ou en ready après une grosse séance peut le lendemain avoir perdu un peu de flexibilité sur la chaîne postérieure. Voilà, donc c'était ça. Évidemment, donner un anthropométrique simple à prise de poids, qui est quelque chose de très important pour deux choses chez nous. On a des gros gabarits, gros et grands gabarits, donc il y a quand même des variabilités de poids qui peuvent être très très importantes, donc il faut les suivre. Et on a des gens aussi qui sont dans des contextes de sudation importante. On est dans une salle, il fait vite chaud, par exemple là l'Astrobal en ce moment c'est 26 degrés dans la salle, alors que pourtant il n'y a pas de canicule, donc 26 ça reste une température élevée, d'autant qu'ils jouent derrière avec des collants, ils ont des long sleeves, ils ont tout un barda qui fait que derrière il y a une sudation qui est importante, donc il y a la perte hydrique à surveiller. Donc il y a ça qui peut permettre de suivre. Ensuite, ce que je voulais, c'était un test de performance. Donc là, pareil, je vais tester un petit peu plusieurs, les sauts, etc. Et là, cette année, on a mis en place des tests de force en isométrie. Donc on a un outil qui nous permet, avec plusieurs dynamomètres, d'avoir une poussée contre un dynamomètre et d'avoir une force enregistrée. Et là, cette année, on a choisi de faire adduction-abduction, donc c'est sur la hanche. Parce qu'il y a pas mal de choses dans la littérature, notamment en Australie, qui se font et qui montrent que pour les répétitions de sprint, on a quand on en a fait beaucoup, on a une fatigabilité à ce niveau-là. Donc je me suis dit, voilà, on va partir du postulat aussi que même si c'est un terrain réduit en basket, on a quand même une répétition de sprint, on a aussi beaucoup de déplacements latéraux, donc ils vont forcément engendrer de la fatigue sur les muscles adducteurs et abducteurs de la hanche. Donc on va essayer de mesurer ça à chaque fois et d'avoir une corrélation entre tous ces aspects-là, plus on va dire un ressenti très pragmatique sur la performance du joueur en match. Voilà. Est-ce que c'est justement, tu surveilles tous ces indicateurs un à un, ou est-ce que tu as quelque chose qui réussit à les combiner et à surveiller tout ça en un indicateur? Ouais. On essaye de mettre, d'avoir en fait plutôt des alertes, et de se dire par exemple si on a 7 facteurs, si il y en a 5 qui sont dans le rouge, ou 4, peut-être que c'est une alerte. Voilà, j'ai pas encore un indice très clair qui dit voilà quand ça et ça va pas. Mais en tout cas on essaye de regarder ça et j'ai pas évidemment parlé de ça dans la question précédente. Mais évidemment on regarde aussi nos données GPS, on utilise donc des accéléromètres. Donc de temps en temps on a effectivement des joueurs qui produisent moins de mouvements à haute intensité dans un entraînement que ce qu'ils font habituellement.
Donc, on essaie d'avoir déjà un regard, une analyse, de se dire, voilà, est-ce que c'est lié à l'entraînement, à la situation pédagogique proposée, ou est-ce que c'est lié à d'autres facteurs. Donc là, il faut aller voir sur des facteurs aussi motivationnels et aussi reliés avec nos tests d'état de forme, voir, ok, est-ce qu'on est dans un état de fatigue, on a une baisse de haute intensité à l'entraînement, ou pas du tout. Enfin voilà, séparer un petit peu les choses, mais il faut vraiment regarder les choses dans la globalité, et je trouve avec beaucoup de perspective et de recul. Voilà, ce sont des choses qui aident à la décision, qui aident à la réflexion, qui nous mettent sur des pistes, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas de drapeau vert, drapeau rouge, c'est pas aussi simple que ça. Oui, voilà, surtout que ça doit être aussi en fonction des besoins du coach. Peut-être qu'il ne va pas avoir envie d'arrêter un joueur. Justement, ces décisions, est-ce qu'elles sont prises avec le corps médical, avec le coach, avec tout le monde? J'ai la main pour poser le problème. Okay. Voilà. À ce moment-là, je sollicite un petit peu tout le monde. Déjà, la première personne avec laquelle je discute, c'est le joueur. Déjà, j'essaie d'avoir une relation transparente avec lui. Parce que des fois, par expérience, ça m'est arrivé, quand on passe pas par le joueur, des fois le joueur il a un sentiment un peu de trahison. Par exemple, on lui en parle pas et derrière il va être mis sur le côté pendant l'entraînement, il va pas comprendre, le coach va dire bah ouais, parce que j'ai vu Manu qui m'a dit ça, et le mec va venir me voir, ouais, non, bah attends, moi je vais très bien. Enfin voilà, donc je veux d'abord aller voir le joueur pour voir son ressenti. Derrière, évidemment, j'informe le médical, parce que le médical a aussi un ressenti et des choses qui peuvent aller en relation ou pas du tout, ou des informations supplémentaires. Et évidemment, j'en discute beaucoup avec le coach, parce que le coach, c'est lui qui va être un décideur de ce qu'on peut faire, qui va peut-être aussi avoir une vision de se dire, bah, ça tombe bien, parce que moi, cet entraînement, de toute façon, j'ai pas forcément besoin de lui, on peut le couper, ou alors on peut le mettre faire jouer un jeune plus que lui, on peut diminuer, son temps de travail, enfin voilà, tout est possible, mais voilà, c'est vraiment une décision collégiale. Voilà, moi, je m'estime être lanceur d'alerte, proposition de plan, et après, voilà, le joueur doit aussi donner son ressenti, c'est lui qui aura la décision finale quand même. Ok. Et justement, ces alertes, est-ce qu'elles sont individualisées? Est-ce que c'est géré par poste? Et si elles sont individualisées? Individualisées parce qu'aujourd'hui, même si on prend 2 postes, c'est 2 profils différents. Enfin, il y a tout le monde maintenant aujourd'hui a des profils complètement différents, des âges différents, des façons de réagir aux choses très différentes. Donc, tout est individualisé. Et au bout de combien de temps est-ce que tu arrives à créer des alertes individualisées, par exemple quand un joueur arrive au début d'une saison? C'est une très très bonne question. J'aurais rien de scientifique à te dire. Comme ça, je dirais 6-7 semaines. Il faut quand même 6-7 semaines de recueil de données pour être à peu près sûr. Voilà, surtout après une pré-saison, on a des semaines intenses. Donc on sait qu'on va avoir des situations de fatigue. Donc quand on aura les situations de fatigue, on va voir un petit peu comment les marqueurs évoluent. Parce qu'après en saison, c'est un peu différent, parce que la seule chose on ne sait pas trop exactement quand le joueur va avoir un état de fatigue. Il y en a, ils sont capables d'enchaîner 12 matchs, 14 matchs de suite, avec 25-30 minutes de temps de jeu moyenne, en étant performant, sans être fatigué. Et d'un jour, comme ça, on ne sait pas pourquoi, au milieu de tel mois, là, il prend un mur, et là, on met 3-4 semaines à le récupérer. Donc le fait d'avoir déjà pu voir, durant une pré-saison, comment il réagit, quels facteurs réagissent et bougent chez ce joueur-là en état de fatigue, c'est quelque chose qui donne des éléments de réponse. Et justement, si cette semaine de recueil de données, c'est la fin de la période pour une épreuve internationale comme les JO. Ouais, comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? Pour l'instant, j'ai pas la solution, parce que justement, je trouve que la période en équipe de France est tellement courte que c'est compliqué d'avoir des données qui vont donner du sens tout de suite. L'idéal serait de pouvoir avoir un système de prise de données, on va dire, commun avec les clubs, les franchises, et de pouvoir comparer, sauf que c'est absolument pas le cas, et c'est d'ailleurs complètement utopique de penser que ça arrivera un jour. Mais donc pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. On essaye quand même de mettre des choses en place. Et justement, pour les joueurs qui restent dans la durée, comme David Laïti à l'Asvel, est-ce que ces indicateurs, ils vont d'année en année se peaufiner et s'affiner? Oui, ils peuvent, tout à fait, parce que par exemple, on ne peut pas avoir les mêmes exigences aujourd'hui, les mêmes attentes d'un David Laïti sur, on va dire, une somme de mouvements à haute intensité dans un entraînement qu'on pouvait l'avoir il y a 10 ans. Donc forcément, il y a eu une évolution à ce niveau-là, très clairement. Et puis c'est des temps de jeu différents. Aujourd'hui, il va être autour de 20 minutes de temps de jeu en moyenne. Avant, il était à plus de 30 minutes, c'était joueur majeur. Voilà, il y a des choses qui évoluent, oui, tout à fait. Ok, super. Tout ça, ça fait appel à beaucoup de recueil de données. Justement, cette culture de la donnée, est-ce que
le fait que tu sois à Lasvel, club racheté par Tony Parker et qui vient des États-Unis où on sait que c'est extrêmement développé, est-ce que ça t'a aidé à te mettre dans ce recueil très vite? Et est-ce que tu penses qu'à Lasvel, il est plus développé que certains clubs en France ou d'Euroleague? Alors, je pense pas que ce soit Lasvel qui m'ait poussé à ça, parce que quand je suis arrivé à Lasvel, il n'y avait rien. Ok. Par contre, moi, c'est ma formation. En bossant à l'université de Dijon et donc au centre Gilles Cométier, on était quand même à la pointe de la technologie sur l'évaluation. Donc on a des clubs, des équipes nationales, des joueurs, des joueuses de très haut niveau qui venaient nous voir juste pour faire des évaluations. Et ça prenait une journée. On sortait derrière un cahier complet de 40 pages de data, de données analysées avec des barèmes, des rapports, des asymétries, des choses, etc. Donc j'ai toujours eu cette sensibilité à la donnée, à l'analyse, etc. Trop, c'est-à-dire qu'à l'époque, bon, j'étais jeune, hein, je débutais, mais c'était trop, c'était à outrance. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai appris à faire le tri et à choisir plus ce qui m'intéresse. Mais j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et puis dans le milieu universitaire, on peut critiquer le milieu universitaire, mais il y a quand même des choses intéressantes. C'est qu'il y a quand même le sens de l'analyse, le sens de la méthodologie. Donc avoir des données dans des protocoles qui sont quand même normés, donc ont du sens, leur donner du sens. Voilà, ça c'est de la méthodologie qu'on apprend à l'université, donc j'ai cette fibre-là. Donc quand je suis arrivé à Lasvel, bon, il n'y avait rien à Lasvel, voilà, j'ai voulu essayer de mettre en place ce genre de choses. Donc ça a pris un peu de temps, parce que ça demande aussi de l'investissement financier pour le club. Et il faut savoir que le basket français est quand même plutôt en retard sur l'investissement financier dans le domaine de la préparation physique, voire très en retard. Donc forcément, ça demande du temps. Donc nous, on a été précurseurs peut-être là-dedans. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de clubs qui s'y sont mis, donc que ce soit en France ou à l'étranger. Donc ça va devenir quelque chose, en tout cas je l'espère, qui va pouvoir aider et qui va se développer au fur et à mesure. Et l'arrivée des GPS, plutôt récente dans le basket, combien de temps est-ce que ça fait que vous les avez? Comme ça, de tête, je te dirais 5 ans. Ma première expérience, c'était 5 ans. Au rugby, au début, c'était plus un outil de surveillance pour dire aux joueurs, attention, on sait si vous courez moins que les autres. Est-ce que ça, on peut noter une augmentation de l'intensité des entraînements, ou justement, est-ce qu'elle est mieux répartie? Je sais que maintenant, au rugby, qui sont aguerris avec ça, ils essayent d'augmenter l'intensité jusqu'au mercredi pour la faire chuter, pour garder de la fraîcheur pour le match. On essaye d'avoir ça, c'est-à-dire qu'on a des attentes, on crée des sessions d'entraînement et des programmations. Donc nous, c'est sur 3-4 jours grand maximum. Donc on essaye d'avoir une trame, une idée physique. D'abord, moi, je dessine, qu'ensuite je partage avec le coach pour essayer de mettre les exercices à côté, voir si lui aussi partage un peu cette variation que je veux d'intensité ou de volume. Et derrière, c'est un outil de contrôle, c'est-à-dire qu'on va voir si on a eu ce qu'on voulait. Donc, par exemple, si on a une session qu'on souhaite vraiment extrêmement intense sur l'aspect neuromusculaire, donc on veut multiplier les accélérations, décélérations, changement de direction à haute intensité, on va contrôler simplement le volume, cette intensité qu'on a eu là. Et après, on a des drills, comme par exemple des 5-5 tout-terrain sur 4 minutes. On a des données d'intensité qui sont données et qu'on peut comparer, on va dire, dans le temps. C'est-à-dire que nos 3 sessions de 5-5 de cette semaine-là, est-ce qu'ils ressemblent à ceux de la semaine d'avant, à celle d'il y a 15 jours, à celle d'il y a 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, ou pas? Donc, est-ce qu'on a une perte d'intensité? Est-ce qu'au contraire, on a une hausse d'intensité qui est en relation avec ce qu'on a pu observer? Donc, c'est vraiment un outil de contrôle. C'est quand même moins pour voir si le mec triche, parce qu'aujourd'hui, des joueurs qui trichent au niveau en Est, ça n'existe plus beaucoup. J'en ai connu encore il y a 6-7 ans à Lasvel, mais aujourd'hui, les joueurs qu'on a sont des joueurs quand même de très très haut niveau, donc ça triche quand même beaucoup moins. Après, évidemment, il y a des joueurs qui sont plus des joueurs de match que des joueurs d'entraînement, mais c'est plutôt un outil de contrôle. Et est-ce que justement tu penses que ces nouveaux outils qui apparaissent avec l'arrivée de l'IA, certaines personnes voient des perspectives folles, d'autres raisonnent et se mesurent sur l'effet que ça va avoir? Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait donner dans les prochaines années pour ton métier? Aucunement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions dans notre métier. Je pense que la technologie, à un moment donné, ne pourra quand même pas prendre le pas sur l'homme. Moi, je continue de penser qu'on a un métier avant tout humain, avec le sens du feeling, et parce que sinon, n'importe quel entre guillemets ingénieur qui manie bien les chiffres, etc., il peut faire ce métier-là, il peut entraîner. Aujourd'hui, je pense que entraîner, c'est quand même un savoir-faire humain.
Voilà, quand on voit les grands entraîneurs aujourd'hui, que ce soit dans le milieu du foot ou dans le milieu du basket, ce sont des gens qui ont un sens humain, feeling, stratégique, management, ce que tu veux, mais c'est ça qui se dégage. Et je pense que dans la préparation physique aussi, je pense que la finalité, c'est de se dire, d'avoir le bon sentiment, la bonne orientation, bien regarder, qu'on ne peut pas passer outre ça maintenant. Si on arrive à progresser encore en termes de technologie, peut-être que dans l'aide à la décision, on sera encore meilleur sur certaines informations, sur la fatigue, etc. Mais pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas trouvé parce que la technologie, elle s'est améliorée, elle a augmenté. Et si on prend aujourd'hui le nombre de blessures qui sont tous sports confondus, ça reste encore très très important. Oui, et ça reste en expansion. Et voilà, donc pour l'instant, on n'arrive pas à stopper ça. Alors après, on peut mettre les calendriers à côté qui sont aussi de plus en plus farfelus et chargés. Mais en attendant, on a quand même aujourd'hui des outils incroyables et on n'arrive toujours pas à limiter à faire baisser le nombre de blessures. Donc la technologie, oui, elle va progresser, ça va changer des choses, mais il va falloir aussi la dompter, je pense, et savoir lui donner du sens, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, il faut qu'elle réponde à des besoins métiers aussi, sur le séquençage manuel d'analyse vidéo. Il faut qu'elle puisse nous dire si on veut tout automatiser, si le pic, quelle défense il y a eu sur le pic, etc., Ouais. la finalité. Ouais. Pour finir ce podcast, est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 chiffres sur Victor Wembanyama pour expliquer aux gens qui ne le connaîtraient pas pourquoi il est si exceptionnel physiquement? Par exemple, on pense à son agilité. Ouais. Alors des chiffres, je n'en aurais pas comme ça, hormis évidemment sa taille, hein, c'est 2m25 avec les chaussures. Donc il faut essayer de se le représenter, 2m25, c'est assez hors du commun déjà pour un être humain. Moi, c'est plutôt des visions, c'est-à-dire c'est des souvenirs de séances athlétiques avec lui, où on travaille le sprint, où je faisais de la vidéo, j'ai encore les vidéos sur mon téléphone, et voilà, quand je regarde la vidéo derrière, je me dis, mais attends, c'est le mec, il est coordonné, il a la hanche qui est fléchie là, la cheville qui est active, les bras qui sont coordonnés, il pousse au sol, et c'est un mec de 2m25. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de motricité, 2m25, il arrive à faire ce que peut faire quelqu'un d'un mètre 75, 1m80, qui on va dire une moyenne un petit peu dans la norme, quoi. Donc c'est ça qui est complètement fou, c'est cette faculté à se mouvoir, à bouger ses membres. Enfin, les membres sont longs, c'est des bras de levier immenses, donc et cette faculté à bouger vite et bien, c'est tout simplement extraordinaire. Et il faut rajouter à cela sa capacité avec le ballon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manie le ballon aussi des fois comme un meneur de jeu. Donc c'est quand même de la coordination vraiment très très fine. Il faut imaginer que ses mains sont gigantesques, donc c'est quand même plus difficile d'avoir de la sensibilité sur quelque chose de plus petit. Si vous dribblez avec une balle de tennis, c'est un peu plus difficile qu'avec un ballon de basket. Alors on n'en est pas là, mais c'est quand même plus dur. Donc ce qu'il fait, c'est tout simplement hors norme, vraiment hors norme. Et après, au-delà de ça, c'est l'aspect psychologique. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte que c'est un gamin, il est tout jeune, et ce qu'il vient de vivre sur sa saison, il a vécu des attentes extraordinaires. Voilà, il a été sollicité au plus haut niveau de ce que peut être le show business aux États-Unis, et le mec est resté sur une ligne de conduite, de travailler, de performer. C'est juste extraordinaire. Tout à fait. Tu as pu suivre beaucoup d'athlètes différents dans tes expériences. Est-ce que tu pourrais nous dire, si jamais il y a un sport qui se démarque, sur l'aspect athlétique, quels athlètes étaient les plus impressionnants? Ouais. Difficile parce que chaque sport a sa spécificité et sa notion de haut niveau, de haute compétence dans un domaine. C'est difficile de sortir quelque chose comme ça. Bon, je trouve évidemment, alors que je suis dedans, hein, mais le basketteur, ça m'impressionne parce que c'est des gabarits. J'en parlais encore avec ma fille qui faisait un petit journal pour son collège et qui me posait des questions sur Youssouf Afal, qui fait 122 kilos, qui fait des sprints, qui court aussi comme toi et moi. Enfin, je dis, il faut se rendre compte qu'il fait 2m20, 122 kilos et qui sprint très très fort, très très vite, etc. C'est juste extraordinaire. Je pense qu'on a un peu la même chose maintenant dans le rugby. On a des mecs qui jouent je ne suis pas spécialiste, mais qui jouent à elle, qui sont grands, costauds, qui envoient des sprints et la mobilité. Ça, c'est quand même très impressionnant parce que les mecs, ils ont quasiment toutes les composantes athlétiques, en plus de faire un sport collectif. Donc, moi, c'est ça qui m'impressionne, sont les athlètes qui sont complets, en fait, qui ont un panel, qui sont vides, qui sont forts, qui sont costauds, qui sont mobiles. Ça, c'est quand même extraordinaire.
Parce qu'on en voit toujours, voilà, on va trouver quelqu'un qui est un triathlète de haut niveau, on va faire un test d'endurance, on va dire c'est extraordinaire, ok, mais c'est des filières bien définies. Mais là, c'est des choses où les mecs sont complets, et en plus, ils ajoutent à ça une réflexion stratégique, un aspect technique assez fin. Ça, c'est extraordinaire. Et sur l'éthique de travail, j'ai en tête ce que tu expliquais qu'au short track, ils s'entraînaient 3 fois par semaine. Le matin, ils allaient en cours. Par jour. Le midi, 3 fois par jour. Pardon. Est-ce qu'il y a des sports comme ça où tu as l'impression que ça développe plus la résilience chez les athlètes que d'autres? Mine de rien, j'ai envie de dire, c'est des sports des fois où il y a moins d'argent en fait. Parce que c'est vrai que l'argent peut dénaturer un petit peu ce process d'entraînement parce qu'on en fait un métier, on en fait un gagne-pain, on en fait un business. Des fois, on peut en perdre un petit peu la nature même du sport qui est de s'entraîner, de s'améliorer. Après, ça dépend aussi de la discipline. Effectivement, des gens qui vont faire de la natation, ils vont avoir dans la culture de faire des bornes et de s'entraîner 2-3 fois par jour. C'est moins dans la culture du sport collectif. Mais c'est ce qui est intéressant parce que ça nous montre que l'homme, le sportif, il peut vraiment repousser ses limites très très loin, quoi. Et pour clôturer, est-ce que tu pourrais nous recommander une personne dont tu trouves le travail remarquable et auquel il faudrait consulter son travail ou pouvoir l'écouter dans ce podcast? On me pose souvent la question si j'ai pas un maître, mais en tout cas quelqu'un qui est... Évidemment, il y a des gens qui m'ont influencé. Je me nourris un petit peu de tout, donc sortir quelqu'un, c'est difficile. Je peux donner 2 anecdotes. J'ai regardé 2 reportages cette semaine. Je regarde beaucoup de reportages sur le sport, j'aime bien les insights, les histoires, etc. Donc il y en a un, c'est Olivier Giroud, qui m'a extrêmement bluffé et touché sur cette capacité de résilience par rapport au refus qu'il a eu d'intégrer une équipe professionnelle où on lui a dit qu'il n'avait pas le niveau, subir ça, être capable de rebondir et devenir un joueur référencé. Ensuite, il était dans un grand club, on lui a dit tu peux pas jouer, t'es trop nul pour ça. Il a encore répondu présent. Après, il y a des histoires en équipe de France, il a été sifflé par son pays alors que lui est finalement blanc comme neige sur l'histoire, mais parce que opposition à autre chose. Enfin, il a subi tellement de choses, il a une telle résilience et une telle faculté à performer avec ça, que ça, c'est quelque chose qui moi, m'impressionne. Et la deuxième chose, j'ai perdu son nom de famille, c'est Sophie, je ne vais pas dire de bêtises, c'est une alpiniste qui a fait les 14-8000 du monde et qui finalement ne sort pas en fait du milieu de l'alpinisme et qui s'est mis à faire des 8000 comme ça et qui est donc la première française ou français à réaliser les 14-8000. Et donc il y a une expérience qui filme l'ascension du dernier 8000. Bon, c'est au bord de la mort constamment, à chaque fois, à chaque ascension, etc. Et pour quelqu'un finalement qui n'a pas de compétences athlétiques extraordinaires, mais qui a une capacité de résilience, de calme, de fixation d'objectifs dans ces moments-là, qui est assez extraordinaire. Donc ça, je trouve que ce sont des choses qui sont extrêmement inspirantes. On en revient à l'aspect un peu mental, mais ça, ce sont des choses qui sont vraiment inspirantes. Et donc, il y en a plein, on peut trouver plein d'exemples comme ça, mais c'est les 2 là que j'ai parcouru cette semaine. Super, merci beaucoup. Merci pour ce partage d'expérience. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour les JO? Une belle compétition, une médaille, voilà, qui brille le plus possible. Ce serait extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Retrouvez toutes les infos sur ce podcast sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Merci à notre invité pour avoir prêté sa voix et merci à tous pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de C-Sports Analytics. C-Sports Analytics, la data au service du sport.